Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ce que l'on peut désormais, au terme de plusieurs années d'évolution jurisprudentielle importante, demander au juge administratif en recours pour excès de pouvoir. Bon, à la base, en droit administratif, on a deux types de contentieux. Le recours de pleine juridiction, ou plein contentieux, d'une part, et le recours pour excès de pouvoir, REP, d'autre part. Oui et non. Non, parce qu'il y a des grands auteurs, Valine, Duguy, qui ont défendu longtemps d'autres classifications, qui d'ailleurs demeurent pour partie dans certains ouvrages de doctrine. Et puis à côté de ces deux grandes catégories, il y a aussi d'autres types de recours en interprétation et quelques contentieux administratifs répressifs. Non aussi parce que souvent, on lit ceci avec des questions d'argent. Or, par le recours pour excès de pouvoir, par le REP, on peut parfois régler des questions indemnitaires, plus qu'on le croit souvent d'ailleurs. Et puis, non, parce que le plein contentieux est lui-même un régime très hétérogène. J'avais écrit il y a quelque temps là-dessus. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause si ça vous intéresse. Je vous ai résumé quelques éléments à ce propos. Mais bon, oui, allez. Oui, quand même, oui, la distinction entre le plein contentieux, recours de pleine juridiction, et le recours pour excès de pouvoir, ça reste la summa divisio, la grande distinction, ne serait-ce que si on regarde les différences entre ces deux blocs en termes de pouvoir conféré au juge, de présence ou pas d'avocat, etc., etc. D'ailleurs, au passage, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais au passage, je vous signale qu'il y a une nette tendance du juge à faire basculer, par commodité, un certain nombre de contentieux du recours pour excès de pouvoir vers le plein contentieux. Et l'objet d'un REP, c'est la demande d'annulation d'un acte parce que celui-ci est illégal. Oui, à la base, oui. C'est un recours contre un acte administratif, parfois de droit souple, ou d'un fragment d'acte, si celui-ci est divisible. Et le juge, à cette occasion-là, va annuler, mais va aussi prononcer des injonctions, au besoin avec astreinte, ou des annulations différées, etc. Ceci, il y a un point important. En recours pour excès de pouvoir, le juge administratif se prononce en principe, il y a quelques atténuations, à la date de l'acte attaqué pour en apprécier la légalité. Mais attention, toutes ces généralisations que je viens de proférer sont relativisées. Là, je simplifie. Tout ceci est plus subtil quand on va dans le détail. Mais c'est pas de ces détails-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est bien souligner avec vous tous les changements intervenus ces dernières années pour ce qui est de ce que l'on peut demander au juge de l'excès de pouvoir. Le premier de ces changements, c'est la possible hiérarchisation des demandes au contentieux. Oui, tout à fait. Cette hiérarchisation des demandes est possible si elle est formulée avant la date de cristallisation du recours contentieux, confère le fameux arrêt intercopie. Ceci a été posé par une décision importante de décembre 2018 qui s'affiche à l'écran. Je vous ai mis ici quelques compléments avec une autre décision qui a été rendue par le Conseil d'État ensuite, le 5 avril 2019, pour appliquer ceci par exemple au titre exécutoire. Et le mode d'emploi à ce propos était ensuite lui-même de nouveau affiné par une autre décision du 5 avril 2019. J'ai fait une vidéo là-dessus, voici les références. Cette vidéo porte sur ce que l'on peut demander au juge en REP. La première évolution portait donc sur la hiérarchisation des moyens, de ce que l'on peut lui demander. Une autre évolution porte sur le lien entre demande d'annulation et demande d'abrogation. Oui, tout à fait. Un acte administratif, alors on va simplifier. Un acte administratif, s'il est réglementaire, peut être attaqué de deux manières. On va attaquer cet acte dans les délais de recours contentieux, classiques, ou deuxième possibilité, parfois des années après, un requérant va dire « Ah bah il faut abroger ce règlement illégal ou devenu illégal ». L'administration dit oui ou non, explicitement ou implicitement, et on va attaquer ce refus. Ce qui revient à attaquer l'acte des années après, mais sous un angle différent et avec une date différente, puisque dans un cas on va apprendre l'acte au jour où celui-ci a été édicté, et dans l'autre on va statuer sur le droit tel qu'il est devenu. Alors, le règlement illégal, en effet, doit être abrogé pour l'avenir, que l'illégalité était ab initio ou qu'elle soit intervenue postérieurement. Il y a toute une série de subtilités sur ce point, et puis il y a quelques demandes d'abrogation hors acte réglementaire, mais dans un cas très limité. Ne rentrons pas dans ça. Je vous ai mis quelques détails sur ce point. Alors, que faisait-on il y a encore quelques années ? On allait attaquer l'acte réglementaire dans les délais, ou sinon on demandait l'abrogation pour l'avenir, et puis voilà. Mais la question se posait encore de savoir si on pouvait éventuellement cumulativement faire les deux, successivement, voire en même temps dans certains cas. En 2021, en mars, le Conseil d'État avait admis qu'on puisse faire les deux cumulativement, en général successivement. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo, voici les références.
17 mars 2021. À l'époque, ça soulevait d'ailleurs pas mal de difficultés que je soulignais dans des articles et cette vidéo. Mais la jurisprudence a très vite évolué. Le 19 novembre 2021, le Conseil d'État, formation de section, a repris son travail pour affiner ce mode d'emploi en simplifiant encore plus les choses. On peut, dans un recours pour excès de pouvoir, et même après coup, faire des demandes subsidiaires de demande d'abrogation. C'est-à-dire que je vais attaquer un acte, et puis subsidiairement, pour le recours qui est pendant, plutôt que d'avoir un deuxième recours de demande d'abrogation, je vais pouvoir le raccrocher au recours que j'ai déjà fait, si celui-ci est évidemment recevable, pour faire une demande subsidiaire de demande d'abrogation. Alors évidemment, c'est plus simple, on unifie, au lieu d'avoir deux fusils, on a un seul fusil avec deux canons comme certains fusils de chasse, mais le fait de regrouper tout est pas seulement une simplification. Ça va pouvoir, pour un requérant habile, permettre d'attaquer l'acte initial en fonction de la légalité du jour où celui-ci a été adopté, mais pour la demande d'abrogation, on va pouvoir soulever des moyens un peu différents si l'acte est en tout cas devenu plus clairement illégal à la date où la demande a été faite. Et encore une fois, les possibilités, c'est un peu subtil, de jonction des deux, ou de demandes complémentaires au regard de ce qu'est la date de cristallisation du contentieux, donne lieu à quelques subtilités pour lesquelles il ne faut vraiment pas se louper. Mais le fait qu'il y ait des effets différents selon qu'il y a une annulation rétroactive ou une simple abrogation pour l'avenir peut entraîner des différences importantes. Conseil d'État, section 19 novembre 2021. Donc oui, il y a une évolution entre le lien entre demande d'annulation et demande d'abrogation, et ce n'est pas du tout un point mineur. Précisons d'ailleurs que un mois après, le Conseil d'État a encore reprécisé des choses sur une question qui est assez proche, qui est de ce qui va se passer quand un acte réglementaire est abrogé avant son entrée en vigueur, alors qu'il était attaqué. Mais c'est un sujet un peu connexe. Et puis vint la grande nouveauté de ce que l'on peut demander au juge en REP, en cas d'inaction de l'administration. Oh oui, bizarre, c'est très très important. D'abord, rappelons que c'est quand même très compliqué pour un juge administratif ou constitutionnel de doser sa jurisprudence quand on a une inaction de l'administration ou qu'on laisse prospérer des normes donc contestables. Parce que si le juge ne se donne pas les moyens de faire respecter le droit, il est en dessous de sa fonction. Mais s'il accepte d'aller à fond et d'enjoindre à l'administration, non pas de corriger telle illégalité, mais d'y substituer un autre ordre juridique, le juge devient acteur politique et administratif et il n'a pas la légitimité démocratique pour cela. Ce n'est pas à lui non plus de dire exactement ce qui doit être fait à la place de ce qui est illégal, ou en tout cas pas toujours. Alors, quand l'administration est inactive, qu'elle ne se dote pas de règles qu'elle devra adopter, elle peut donc, on l'a dit tout à l'heure déjà, se faire enjoindre d'agir, au besoin sous astreinte. Là-dessus, je vous renvoie par exemple aux articles L 911-11 du Code des justices administratives, CJA. Et puis à l'écran, je vous ai mis un peu plus de détails. Mais est-ce que maintenant, en fait, ces dernières années, on a vu des requérants sur plein de sujets, notamment environnementaux ou sociaux ou en matière de droits de l'homme, avoir un catalogue. Je demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration, et on a un catalogue très précis de choses à faire, qui dépasse un peu quand même, parfois, la simple conséquence de l'illégalité de la norme adoptée ou de l'inaction à adopter une norme. Alors, est-ce que le juge peut, administratif ou constitutionnel, totalement se substituer au pouvoir réglementaire dans les moindres détails ? Oui mais non. En tout cas, principalement non. Il y a sur ce point deux décisions très importantes rendues en octobre 2023. Là aussi, j'avais fait une vidéo beaucoup plus détaillée que ce que je suis en train de voir avec vous. Voici les références. Allez, je vais vous résumer tout ça très, très vite, de manière beaucoup plus synthétique que ce que j'avais fait alors. Dans deux arrêts de la formation d'Assemblée du Conseil d'État du 11 octobre 2023, donc le Conseil d'État tranche deux litiges importants. L'un sur les contrôles d'identité aléatoires et d'autres sur le port du RIO, donc le numéro d'identification pour les forces de l'ordre. J'avais dans ma vidéo précédente détaillé, ou dans les articles aussi, détaillé le contenu aussi de ce qu'il y avait dans le fond du droit dans ces deux domaines. C'est sur des sujets importants parce qu'il y a des aspects en matière d'égalité de traitement et de droits de l'homme très importants. Mais concentrons-nous sur les questions de pur contentieux administratif. Et sur ce point, on va voir les choses en 4 temps. Première étape, que doit faire l'administration ? C'est quoi sa bonne attitude ?
Elle doit faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui contreviennent à règles de droit, qui relèvent de sa compétence. Ok, je nettoie. Et je prends des mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique, pour faire assurer le respect de la légalité. Par exemple, le port de Rio, par exemple, mettre fin au contrôle d'identité si ceux-ci viennent à être discriminants. Bien, donc que doit faire l'administration? On a ici un standard qui est fixé par le juge sur ce que doit être la bonne attitude de l'administration. Et si il ne le fait pas, quelle va être l'intervention du juge? Là, on est au cœur, évidemment, du dispositif. Eh bien, le juge va regarder s'il y a réellement une gravité ou une récurrence des défaillances relevées. S'il y a une méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions pour l'administration, et s'il y aurait des mesures visant à corriger ceci. Est-ce qu'il y a certaines mesures administratives qui seraient des factions directes, certaines et appropriées, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération. Là aussi, on a des standards fixés cumulativement. Ces trois éléments sont cumulatifs sur ce que doit être la grille de lecture du juge en pareil cas. Ah oui, et le juge, une fois qu'il est donc saisi de ces manquements et qu'il constate que ces trois conditions sont cumulativement réunies, il va nous dire quoi, le juge? Il va dire quoi à l'administration? Eh bien, dans les limites de sa compétence, le juge, on peut penser par exemple à ce qu'est les cas où c'est le juge judiciaire qui est compétent, sans se substituer au pouvoir public pour déterminer une politique publique ou leur enjoindre de le faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas rentrer dans des détails qui relèvent de la marge de manœuvre relevant de l'administration, donc il ne va pas aller à un niveau de détail qui fait qu'il se substitue totalement à la décision public, va pouvoir enjoindre donc à l'administration de prendre des mesures sans s'y substituer totalement, et il va apprécier s'il refuse l'administration de prendre de telles mesures est ou non entaché d'illégalité. Ce qui est intéressant, parce que c'est beaucoup plus concret, c'est quand on va dans le détail, et le manquement en question sera constitué s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont on a la charge et des moyens dont elle dispose, ou au regard de la portée de l'obligation dont elle doit se doter, est-ce qu'elle est ou pas tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires. Et puis après, il y a une phase d'exécution. Par défaut, ça sera aux autorités compétentes de déterminer celles de ces mesures qui sont les mieux à même d'assurer le respect des règles de droit. Fixer, rappeler les respects de droit, enjoindre de les appliquer, c'est le boulot du juge. Décider celles de ces mesures, s'il n'y a aucune marge de manœuvre, c'est le juge qui va rappeler la règle à appliquer, point. S'il y a des marges de manœuvre, d'appréciation, plusieurs solutions possibles, ce sera à l'administration de les choisir, mais dans le cadre évidemment de l'injonction et au besoin de l'astreinte qui pèseront sur elle. Donc ces injonctions seront possibles, parfois limitées à des domaines particuliers où les mesures sont identifiées comme étant opérationnelles à terme pour mettre fin à une illégalité ou éviter sa réitération. Le défendeur, nous précise le Conseil d'État, peut bien justifier de l'intervention dans le déclin de la partie de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant en effet au moins équivalent. Donc l'administration pourra dire « Vous m'avez enjoint de faire ceci, finalement, si je fais telle chose qui pour moi est plus adaptée ou plus commode et que j'aboutis au même résultat, on dit que c'est bon. Mais on va revoir le juge à ce moment-là. Ou en tout cas, on ira le voir s'il y a une action qui est engagée sur ce qu'auraient été les manquements de l'administration. Évidemment, si une mesure est totalement indispensable, le juge peut enjoindre de la respecter, bien sûr, il doit même le faire. Donc un mode d'emploi relativement clair, qui laisse bien sûr des marges de manœuvre au juge, comment pourrait-il en être autrement vu la diversité des points à traiter, mais deux arrêts d'assemblée extrêmement importants du 11 octobre 2023. Si on se résume. Si on se résume, la frontière entre recours pour excès de pouvoir et plein contentieux demeure en dépit des faiblesses même conceptuelle et pratique de cette distinction et de ces frontières en réalité mouvantes. Je vous en ai pas parlé, mais sur les cas résiduels d'application de recours pour excès de pouvoir dans le droit des contrats et au regard des contentieux Tarn-et-Garonne, par exemple, a donné lieu là aussi à des arrêts récents importants, mais restons sur l'objet de ce que l'on peut demander au juge. Et puis, si on veut se résumer, la question de ce qu'on peut demander au juge, justement, 3 évolutions majeures à retenir. Grand 1, possible hiérarchisation des demandes au contentieux qui seront ensuite suivies par le juge, condition que ces demandes aient toutes été faites avant la date de cristallisation du contentieux. 2, lien entre demande d'annulation et demande d'abrogation qu'on peut regrouper, et le juge aura un ordre dans lequel il va étudier tout ceci, mais avec quelques astuces possibles, c'est pas toujours le même droit qui sera applicable, on l'a dit. Et puis des précisions minutieuses, très importantes, faites donc fin 2023, sur ce que l'on peut demander au juge en recours pour excès de pouvoir, en cas d'inaction
de l'administration quant à l'obligation qui est la sienne de mettre fin à des illégalités ou d'éviter leur réitération. Voilà. Ouf. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Lando Associés. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci. Au revoir.